Si tout le monde est arrivé, on va pouvoir commencer. Est-ce que vous m'entendez un petit peu? Nickel. Donc, comme vous le savez, nous entamons aujourd'hui notre dernière séance de la saison. On aura fait plus d'une dizaine de conférences, toutes plus intéressantes les unes que les autres. La preuve en est le grand nombre qui est venu aujourd'hui. Nous allons parler... Non, c'est Victor Cachard qui va intervenir. Victor Cachard, beaucoup de participants le connaissent, puisque en plus d'être philosophe, jeune philosophe, il est libraire au Chambon-sur-Lignon. Sa librairie s'appelle Le Sabot. J'avais jamais fait le rapport avec le sabotage, voilà, qui est un des sujets qui l'a intéressé. Je ne vais pas en dire plus sur lui, il va faire sa présentation personnelle un peu plus tard. Il va nous parler de Élisée Reclus. Élisée Reclus, qui a un nom que beaucoup de gens connaissent. Moi, pour moi, c'était un nom de rue et un nom que j'ai toujours trouvé paradoxal parce que Élysée, dans ma tête, ça ne s'écrivait pas comme ça, mais avec un Y. C'était donc le lieu des dieux. J'étais pas très loin puisque Élysée avec un I vient du nom d'un prophète qui veut dire, je crois, aidé de Dieu ou aidé par Dieu. Voilà. Et reclus, pour moi, c'était très triste parce que c'était l'enfermement, la réclusion, voilà. Et puis finalement, eh ben, c'est pas ça du tout. Élisée Reclus était plutôt un géographe qui a vécu entre 1830 et 1905, mais je n'irai pas au-delà dans la biographie. Il a été géographe, précurseur d'un certain nombre de sciences qui sont aujourd'hui établies, mais il n'a pas été que géographe, il a été aussi philosophe, anarchiste, franc-maçon, végétarien, espérantiste, et j'en passe. Victor Cachard vous en dira bien mieux, bien plus, pardon, et mieux aussi. Voilà. Donc, nous sommes à la fin de ces rencontres estivales, qui ne veut pas dire qu'on va complètement s'arrêter jusqu'à juillet prochain, puisque Jean-Marc a quand même le projet, je ne le vois pas, mais il a dû aller se cacher quelque part pour pas qu'on le voie. Il a le projet de continuer pendant l'année, enfin pendant l'hiver et le printemps, à raison de une conférence par mois. Voilà, donc ça c'est en train de s'organiser. Et on va commencer le 11 septembre. Je me rends compte, à force de répéter le 11 septembre, que c'est une date qu'on a bien en tête. Voilà. Et le 11 septembre, à Yssingeaux, au restaurant associatif Le Flot, Jean-Marc va nous présenter donc la théorie de la mécanique universelle. Certains d'entre vous déjà la connaissent et ont eu l'occasion déjà de l'entendre sur ce sujet. En gros, il a mis au point une théorie selon laquelle l'humanité va vers la perfection ultime, la perfection spirituelle. Voilà. J'en profite pour remercier encore une fois Madeleine, qui nous a reçus un grand nombre de fois au jardin Mirandou. J'ai aussi appris quelque chose. Que Mirandou, dans le passois local, ça veut dire ciboulette. C'est ça? Ah oui. Ben, je ne savais pas. Je me demandais pourquoi on disait le jardin Mirandou. Voilà. Et je remercie aussi les personnes qui nous accueillent dans ce lieu, qui est à la fois original, accueillant, sympathique, et qui peut vous offrir à la fin ou pendant la conférence quelque chose à boire ou à grignoter. Voilà. Je vous souhaite une bonne séance. Merci. Bonjour. Alors oui, le
à Jean-Marc pour l'organisation de ce cycle de conférences qui a duré l'été et qui se profile, la pérennité, quoi. Il y aura une pérennité pendant la période hivernale. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Très content également de découvrir ce lieu que j'ignorais, dont j'ignorais complètement l'existence, et heureux de voir qu'il y a un certain exode du Haut-Vivarais, puisque je vois pas mal de gens du Chambon qui fréquentent la librairie. Voilà, donc merci à vous tous et à vous toutes d'être présents. Voilà pour les remerciements d'usage de courtoisie. Alors, en guise de propos strictement liminaires, j'aimerais juste vous avertir que cette conférence est pour moi un premier galop d'essai sur la vie et l'œuvre d'Élisée Reclus. Donc c'est tout ça pour me mettre à l'abri des imperfections qui pourront avoir lieu pendant la présentation, à commencer par le style un petit peu arborescent de ma pensée, qui lui donne certes les charmes de la faconde, mais qui perd parfois en intelligibilité et qui perd parfois le public. Mais n'ayez crainte, je me répéterai, les questions à la fin, d'ailleurs on n'a pas parlé d'heures, mais de combien de temps ça a duré, mais bon, les questions que vous poseront seront autant de moments, d'occasions pour aider à la compréhension commune de la pensée d'Élisée Reclus. Parce que, en fait, mon plan, là, mon plan sur Élisée Reclus, je l'ai produit ce matin, tôt dans la matinée, et je vais tâcher de le suivre. Car en tant que libraire, vous imaginez bien que j'ai peu de temps pour ce type de travail, et que c'est plutôt sur le matin très tôt ou la nuit très tard que je peux travailler sur des choses qui m'intéressent, et à savoir sur le mouvement anarchiste. Je vais donc tâcher de donner quelque chose de construit, sur un ton un peu académique, pour que vous puissiez repérer étape par étape le fil conducteur de ma pensée. Voilà pour le côté, on va dire, méthodologique du propos liminaire. Alors, j'ai imaginé cette conférence en trois points. Tout d'abord, premièrement, c'est pour quelle raison je fais une conférence sur Élisée Reclus, ici, sur ce territoire. Pourquoi avoir choisi Élisée Reclus dans ce cadre-là? En plus, on est dans le cadre d'une association de type rencontre philosophique et spirituelle, dont, à première vue et au demeurant, l'aspect politique n'est pas ce qui ressort de manière centrale, significative et évidente. Et pour moi, pour le coup, c'est ce qui m'intéressait, c'était de donner un petit peu un contenu politique à cette dynamique culturelle que Jean-Marc et l'association que vous avez amorcée. Donc, la raison premièrement, ça va être la raison d'une conférence sur Élisée Reclus, et notamment son rapport lointain, mais quand même présent, avec le territoire ici. Alors ici, je ne sais pas, je ne connais pas trop, je ne suis pas moi un grand géographe, mais la géographie étant tout le temps de toute manière une science du mouvement des frontières, je ne sais pas si ici on est encore sur le plateau, non, Vivarais-Lignon, non, on n'est plus sur le plateau. Bon, donc je vais vous parler d'Élisée Reclus et de son rapport au plateau Vivarais-Lignon via l'intermédiaire de sa pensée, sa réception de sa pensée, ici dans le cadre de la pensée protestante. Ensuite, je vais vous faire une brève biographie, tracer à grands traits les grandes étapes de sa vie pour le situer et rendre le personnage plus familier dans le contexte trouble des années donc, qui s'étale de 1848 à 1900, 1905. Hein, donc, en fait, si vous voulez ces dates de naissance, c'est donc 1830 à 1905. Voilà, donc il traverse la deuxième moitié du 19e siècle. Ensuite, la troisième partie, ça sera donc non plus l'aspect biographique, non plus la question de sa personne, mais plutôt la côté, quelle est sa pensée, quelles sont ses idées phares, et en quoi les idées phares, finalement, peuvent
nous le faire considérer comme un visionnaire en regard de la période actuelle, de l'actualité qui nous occupe, avec la montée en puissance de certaines luttes sociales et écologiques. Voilà pour les 3 points. Donc, un côté, rapport de Reclus avec le plateau, sa petite biographie rapidement à balayer à grands traits, et ensuite, je vais parler donc de ses œuvres, ses idées phares, en émaillant quelques thèses de sa pensée, de citations, extraits de ses ouvrages. Et j'en profite du coup pour faire de la publicité, évidemment, pour la librairie, puisque les œuvres d'Élisée Reclus sont publiées, bien sûr, pas dans leur intégralité, puisqu'il était un auteur qui était extrêmement prolifique, une vie d'une richesse phénoménale, et en plus de ça, qui avait la capacité d'écrire entre 2 voyages. Et donc, bon, il y a plus de 17 000 pages dans son œuvre, pour imaginer un petit peu de quoi il en retourne. Et donc, j'ai proposé une petite sélection de textes, de livres, si ça vous intéresse, de vous les procurer, sachant que on peut presque parler, mais bon, là, je vais commencer du coup avec les raisons pour lesquelles j'ai choisi Élisée Reclus. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet, éviter de m'égarer et de suivre mon plan plutôt que ma pensée. Donc, tout d'abord, pourquoi Élisée Reclus? Parce que moi, mon travail en tant que philosophe des idées, au départ, que philosophe de l'histoire, porte principalement sur l'histoire de l'anarchisme. Alors, l'histoire de l'anarchisme, c'est l'histoire évidemment d'un mouvement de pensée, mais aussi de ses rapports étroits avec la naissance du syndicalisme révolutionnaire au mi-temps du siècle, enfin plutôt au tournant du siècle, entre 1896, naissance de la CGT révolutionnaire, et 1914, moment où le syndicalisme révolutionnaire se rallie à l'Union sacrée, et donc perd un peu sa superbe, on va dire, séditieuse et subversive. Et finalement aussi, l'anarchisme, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est les diverses formes qu'il prend au cours de l'histoire, au cours des changements de société. Et donc j'ai travaillé sur les types de pensée, de courants et de pratiques qu'il y a dans l'anarchisme. Parce que l'anarchisme n'est pas un bloc unifié, puisque justement, ça serait auto-contradictoire de dire que un mouvement qui, par définition, rejette toute forme de pensée unique, s'unifie derrière, de manière un peu sectaire et dogmatique, derrière une pensée. Non, il y a différentes tendances, parfois des tendances pacifiques, antimilitaristes, très fortes, parfois des tendances insurrectionnalistes. Bref, il y a toute une typologie de l'anarchisme qui évolue au cours de l'histoire. Et de fait, si on s'intéresse aux travaux, par exemple, bon, j'ai plus le nom, mais peu importe, d'un historien des mouvements sociaux, il distingue 3 types d'anarchisme. Un anarchisme insurrectionnaliste, qui est donc pro-violent, de type blanquiste, donc Auguste Blanqui. D'ailleurs, j'avais hésité, j'en profite là pour faire un petit aparté, j'avais hésité, compte tenu du fait de l'intitulé de l'association philosophique et spirituelle, à faire quelque chose sur la spiritualité dans les mouvements anarchistes, parce que de fait, la question du rapport théologique est très prégnante, et on va le voir notamment avec Reclus, qui était d'obédience protestante. Et donc j'ai hésité à faire quelque chose sur la pensée de Blanqui. Blanqui, donc un révolutionnaire qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'éternité par les astres, où justement il développe des thèses métaphysiques sur l'univers, considérant que l'univers est infini et peuplé d'innombrables mondes, où toutes les combinaisons possibles de la matière et de la vie se répètent à l'infini. Donc il s'inspire d'un matérialisme classique finalement de Diderot et de d'Holbach, de Fontenelle sur la question de la pluralité des mondes, et puis sur les travaux de Pierre-Simon Laplace, qui réhabilite un peu l'atomisme des épicuriens avec cette question du clinamen, de la rencontre hasardeuse des atomes qui, à partir de là, crée quelque chose à partir de rien, de manière ex nihilo. Bref, il y a, si vous voulez, dans la pensée même politique de l'anarchisme, aussi des enjeux théologiques et philosophiques, on ne dirait peut-être pas théologiques, mais déistes plutôt,
sur ces questions. Donc ça c'était un petit aparté pour dire que j'avais hésité à parler de Blanqui. Donc premier mouvement, le mouvement insurrectionnaliste. Deuxième mouvement, le mouvement syndicaliste, sur lequel j'ai travaillé à travers la figure d'Émile Pouget, qui est le promoteur, l'inventeur, l'instigateur en France du sabotage. Et puis une autre forme d'anarchisme, et là en l'occurrence c'est l'anarchisme promu par Élisée Reclus, qui est l'anarchisme éducationniste réalisateur. C'est-à-dire en fait qui ne se centre non plus sur la question forcément de la société, mais plutôt de l'éducation des enfants, de l'éducation voilà, qui se focalise sur cette question-là. Donc Reclus fait partie de cette troisième partie, qui n'est pas la partie qui pour moi est la plus coutumière, étant donné que mon travail sur le sabotage, que j'ai amené rapidement pour vous montrer le travail, traite plutôt de la branche syndicaliste de l'anarchisme. Bien évidemment, cette typologie, ce découpage peut être, comme tous les découpages, sujet à controverse, et il y a évidemment parfois des liens étroits qui se croisent entre des syndicalistes éducationnistes, des insurrectionnalistes éducationnistes, etc. Donc en fait, c'est plutôt une manière de faire, de dégager comme ça ce que Weber appelait un type sociologique quoi, de pensée. Bon, voilà pour le premier point, pourquoi j'ai choisi Élisée Reclus. Le deuxième point, eh bien, c'est tout simplement que au Chambon-sur-Lignon, on a eu un pasteur qui a couvert à peu près, qui a vécu de 1904 à 2005, pasteur suisse, nationalisé français, qui portait le nom de Théodore de Félix et qui était très engagé dans le mouvement socialiste. C'était un spécialiste en linguistique qui a participé pour une large part à la diffusion du christianisme social sur le plateau Vivarais-Lignon. À son décès, il se trouve que, donc en 2005, à son décès, il a légué l'immense bibliothèque qu'il avait, on parle vraiment de plus de 5000 livres, avec des pièces introuvables, des archives. Ça n'était pas qu'une bibliothèque, c'était aussi un monument d'archives. Il a légué donc cette bibliothèque à la commune du Chambon, dont il y aura bientôt une inauguration, et à cette occasion, il y aura sans doute une présentation que je ou d'autres ou plusieurs ou ensemble nous ferons sur Élisée Reclus. Pourquoi? Parce qu'on trouve dans cette bibliothèque les 20 volumes de la nouvelle géographie universelle qu'a écrit Reclus. Les 20 volumes, ça représente à peu près 17 860, pas à peu près, c'est 17 873 pages, donc c'est une œuvre colossale qui est l'opus magnum qu'a écrit Élisée Reclus. Le projet de Reclus est sur cette nouvelle géographie est simple, clair, net et précis. Il s'agit d'écrire la Terre entière, donc vraiment un projet colossal, dans ses dimensions à la fois physiques, mais également humaines et sociales, en liant sciences géographiques, critique sociale et idéal émancipateur. Donc, si vous voulez, il décloisonne, il fait exploser cette espèce de positivisme qui pouvait exister de manière un petit peu latente dans les courants disciplinaires naissants, qui voulait que toutes les disciplines soient séparées les unes les autres. Lui, ce qui l'intéresse à travers la géographie, et la géographie de fait comme discipline est propice à cette interconnexion entre les disciplines, la géographie, parce que la géographie, c'est la mise en relation de certains territoires. Et donc, qui dit mise en relation, dit effectivement connexion entre différentes disciplines, qui fait que, qu'est-ce qui fait qu'une frontière existe pour un géographe? Eh bien, ce n'est pas seulement des données empiriques, mais aussi des données historiques, des données politiques, etc., etc. Donc, on voit bien que pour Reclus prend en compte, et puis des données évidemment naturelles, la montagne qui va séparer, enfin les Alpes qui vont séparer la frontière, les frontières en Europe, par exemple. Bon. Donc, il a compris ça. C'est un moment où la géographie est en train de naître comme discipline. Et pour lui, la géographie n'est pas une discipline à part entière, séparée des questions sociales. Alors vous allez me dire, mais en fait, pourquoi Théodore de Félix avait ça dans ses archives? Quel rapport avec de Félix finalement? Eh bien, le rapport entre de Félix
et Reclus vient d'une affinité idéologique avec le christianisme social, ainsi que l'entourage proche des penseurs de cette branche du christianisme avec des anarchistes. Parce qu'il existe toute une tradition qu'on pourrait qualifier d'anarcho-protestantiste, notamment à travers la figure, par exemple, d'Émile Armand. Émile Armand, qui était donc un pasteur, qui a créé une revue en 1900 qui s'appelait L'Ère Nouvelle. Et l'ère nouvelle, c'est clairement une utilisation, ou plutôt une mise en avant de l'évangile à des fins d'émancipation de ceux qui sont exploités par le travail et la prédation capitaliste qui pèse sur leur vie. C'est un moment très intense pour le protestantisme, puisqu'on a alors des gens comme Charles Gide, comme Élie Gounel, qui se mettent à relire l'Évangile en lisant le Capital de Karl Marx, pour situer un petit peu voilà, la veine idéologique. Et donc, et également des textes d'anarchistes, notamment les textes de Sébastien Faure, un anarchiste de grande renommée, on va dire, une des figures de l'anarchisme du début du XXe. Et donc, il y a deux choses à retenir entre le rapport qui sont des rapports personnels et idéologiques entre de Félix et Élisée Reclus. Le premier rapport, c'est que la sœur de Reclus, donc il faut bien dire que Reclus, c'est une grande famille. Hein. La famille Reclus, c'est vraiment, ils sont très très nombreux. C'est famille nombreuse, plus. La sœur de Reclus, donc qui s'appelle Marie Reclus, est mariée avec un pasteur qui s'appelle Auguste Grotz. Et Auguste Grotz, justement, fait partie de ces pasteurs très versés dans le christianisme social qui se préoccupent plus que d'autres du rapport entre théologie et conditions ouvrières. En posant cette question finalement centrale au moment de l'industrialisation massive de l'Europe, à savoir quelle position la religion doit tenir, quelle position le dogme et les valeurs portées par la chrétienté doivent entretenir, quelles relations doivent-elles entretenir face à la montée d'un capitalisme de plus en plus dévastateur, tant sur la sphère, on va dire, terrestre, qui détruit les hommes et le monde et la nature, et également la sphère spirituelle qui aliène complètement les individus. Donc on voit Marie Reclus, la sœur d'Élisée, via Auguste Grotz, est très liée au christianisme social qui prend sa naissance dans ce qu'on appelle l'école de Nîmes, qui défend un christianisme révolutionnaire porté par Louis Comte, dont on sait qu'il a fondé sur notre territoire, et là ce n'est pas seulement les limites du Vivarais-Lignon, c'était un pasteur donc stéphanois qui est venu, a ouvert des maisons pour accueillir les enfants souffreteux, tuberculeux, malades, chétifs, qui a ouvert donc plusieurs maisons pour accueillir ces enfants à Firminy, peut-être à Dunières, je ne sais pas, en tout cas. Voilà, c'est quelqu'un qui a œuvré pour la défense des enfants en faisant l'œuvre des enfants à la montagne, comme il a fait d'ailleurs l'œuvre des enfants à la mer. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est très proche de ce christianisme social. Et d'ailleurs, il est bon à savoir que Louis Comte était ami de Auguste Grotz et de Marie Reclus. Voilà. Donc il y a vraiment une espèce de communauté intellectuelle, de sorte qu'il n'est pas étonnant de retrouver dans les actes du colloque du 12 octobre 1990 du Chambon-sur-Lignon, donc les actes publiés par la Société d'Histoire de la Montagne, la présence d'un certain Étienne Reclus, qui, en sa qualité de secrétaire du service civil international, rédige pour l'occasion un article sur l'importance du service civil international dans le sauvetage des persécutés du régime de Vichy. Donc on a Étienne Reclus qui est bien passé au Chambon en 90, c'est un descendant d'Élisée Reclus, qui en plus, je précise, faisait partie très tôt du mouvement anarchiste. En l'espèce, il était adhérent de l'Union des anarchistes. Bon. Donc c'est pas Élisée Reclus, évidemment. Vous comprenez bien, c'est une espèce de constellation idéologique et d'affinité personnelle qui fait qu'on se retrouve, nous, sur le plateau au Chambon, et sur le plateau ailleurs, évidemment,
pas centraliser tout sur le Chambon, grand Dieu, mais plutôt, sur tout ce territoire-là, on a eu un essaimage comme ça une influence, on va dire, de la pensée anarchiste. Donc voilà la raison pour laquelle ça me tenait à cœur de parler d'Élisée Reclus ici, même si on n'est pas au plateau du Var-et-Lignon, mais Louis Comte, il était de Saint-Étienne. Et puis, bon, le monde est petit. Et le troisième point, un point un petit peu plus d'actualité, on va dire, c'est qu'en ce moment, vous en êtes rendu compte, peut-être, et si c'est peut-être, c'est que vous n'en êtes pas tout à fait sûr, mais on ne fait que parler d'Élisée Reclus dans les médias. Non ? Dans les médias, effectivement, on a un engouement dernièrement pour Reclus, à la fois parce que on a eu sur France Culture une semaine entière de conférences dans le cadre de l'émission Avoir raison avec Élisée Reclus, avec l'intervention de plusieurs personnalités intellectuelles qui sont des personnes qui connaissent parfaitement la pensée d'Élisée Reclus, comme par exemple Monsieur Pelletier. Et puis on a eu aussi un entretien sur sa pensée dans le média écologique Reporter, qui est un média en ligne. Bon, voilà. Et en fait, pour quelles raisons il y a cet engouement? Eh bien, premièrement, parce qu'on voit bien qu'il y a une défiance vis-à-vis de l'autorité, de plus en plus, face à laquelle le peuple perd son adhésion spontanée. Et puis aussi parce que les questions écologiques sont de plus en plus vives. Or, Élisée Reclus est un des précurseurs de l'écologie politique. Et puis aussi parce que on a eu une publication toute récente de Roméo Bondon, qui a publié ce petit livre, voilà, Élisée Reclus et Solidarité terrestre, qui est assez bien fait pour découvrir sa pensée. On a la moitié du livre qui est consacré à une biographie d'Élisée Reclus, et puis une seconde moitié qui sont des morceaux choisis de la plus haute importance, qui nous parle vis-à-vis de notre activité, de notre actualité sur les questions écologiques, sur les questions de respect du vivant, de dénonciation du colonialisme, etc. Donc voici les raisons pour lesquelles on parle de plus en plus d'Élisée Reclus, et j'en profite aussi pour faire encore un petit peu une page de publicité. C'est que on pourrait presque dire que là on est dans un cycle Élisée Reclus, parce que Roméo Bondon, le jour de la sortie de son livre, est venu à la librairie du Chapeau le présenter, et là maintenant c'est à mon tour de faire une présentation d'Élisée Reclus de manière un petit peu plus de manière différente, en parlant en focalisant moins mon propos sur Élisée Reclus que sur un petit peu tout ce qui gravite autour d'Élisée Reclus. Et puis j'en profite donc pour vous faire une petite page de publicité en disant que le 24 septembre, il y aura à la sortie d'un livre d'une haute importance, une œuvre assez monumentale, qui est en fait la thèse d'un philosophe professeur d'histoire également à Saint-Étienne, qui sort un livre qui s'appellera donc La vie terrestre, essai sur Élisée Reclus, et qui viendra donc le 24 septembre à la librairie, et dont je lis la 4e de couverture parce qu'elle me semble bien résumer l'approche qu'il a sur Élisée Reclus. Alors voilà ce qu'il écrit. Élisée Reclus pense notre présent à la Terre au prisme des interdépendances qui la traversent et la soutiennent. Les pierres fixent les paysages et déterminent notre milieu d'existence. Les végétaux aident à dire quelque chose de ce qu'il en est de vivre, ici et maintenant, au contact de ce milieu et des eaux qui l'irriguent. Les animaux, enfin, par leur itinérance, montrent les déplacements qu'il faut opérer pour être en situation de vivre de ce milieu, mais aussi pour en découvrir les dimensions inédites et le transformer. Dans leur diversité, les multiples formes du vivant dirigent notre attention vers une exigence de libération qu'elles nous aident à accomplir en nous faisant participer directement de la beauté d'un monde dont nous avons la charge. Voilà un petit peu le propos du prochain livre qui va sortir et qui montre cette espèce d'engouement massif qu'on a actuellement autour d'Élisée Reclus. Et ces idées à Élisée Reclus, ces idées très anti-autoritaires, trouvent un nouvel écho, évidemment, au contact de la crise qu'on traverse actuellement, qui est une crise multidimensionnelle, une crise à la fois climatique, sociale, politique,
et il incarne face à ça une pensée émancipatrice complètement encyclopédique, qui parle tantôt de géographie sociale, d'écologie, de féminisme, de respect du vivant, et notamment de respect des animaux, ce qui, dans les années 1840, 1870, est évidemment ultra précurseur. Voilà pour la première partie sur les raisons pour lesquelles j'en viens à parler d'Élysée reclus. Je vais maintenant très rapidement esquisser une biographie d'Émile Pouget. Je suis tellement sur Émile Pouget que je les confonds. Donc d'esquisser une petite biographie assez rapide, à grands traits, pour le situer et rendre le personnage un petit peu plus familier dans le contexte trouble, le contexte absolument trouble des années 1848 à 1900, puisqu'il faut bien s'imaginer qu'entre 1848, donc il a quoi? Il a 18 ans, puisqu'il est né en 30. Entre 1848 et 1905, âge de son année de son décès, il traverse quand même, il connaît un siècle particulièrement instable d'un point de vue politique, puisqu'il connaît une succession de régimes entre la Deuxième République, le Second Empire, au départ, bien sûr, un petit peu avant la Restauration, la Troisième République qui est majoritairement monarchiste avant 1870, et puis ensuite avec la Commune, mouvement de soubresaut révolutionnaire intense, et puis le retour à la Troisième République. Donc on est sur une espèce d'instabilité politique qui est propice à débattre, réfléchir, penser des nouvelles formes d'organisation sociale. Et donc ça, c'est le seul côté positif qu'on pourrait dire sur la situation actuelle, avec tout ce qui se passe en ce moment de déstabilisation, c'est que c'est aussi des moments c'est aussi des occasions de réinventer, de repenser des formes nouvelles d'organisation sociale. Ça serait le seul côté positif qu'on pourrait dire pour ce qui concerne aujourd'hui. Donc, très rapidement, Élysée reclus, né en 1830 à Sainte-Foy-la-Grande, en Gironde, dans une famille protestante, évidemment, très religieuse. Reclus reçoit une éducation stricte, mais quand même, en tant que protestant, particulièrement ouverte à la lecture et à l'étude. D'où le rapport, en fait, d'autonomie spirituelle et intellectuelle qu'il y a dans le protestantisme, via le principe en sotériologie, c'est-à-dire en science du salut, de ce qu'on appelle le sola scriptura, donc le rapport seul à l'écriture, sans passer par la médiation hiérarchisée, la médiation d'une institution à travers un clergé, donc une interprétation personnelle des textes écrits, ce qui donne évidemment à Reclus une espèce de liberté d'étude vis-à-vis des textes. Et puis il manifeste très tôt un intérêt pour la nature et les voyages. Bon, ça, c'est une espèce d'idiosyncrasie de son personnage. Certains n'aiment pas la nature, d'autres ont comme ça cette adhésion spontanée pour la beauté des paysages. Et ben, c'est son cas. C'est un élève plutôt studieux qui est envoyé en Allemagne, qui fait une faculté donc, de théologie, puisque son père l'inscrit dans une faculté de théologie, puis à Paris pour étudier évidemment la théologie, avant de se tourner vers la géographie. Donc tout ça, c'est à peu près quand il a 18 ans. C'est un adolescent qui a 18 ans en 1848, quand même, c'est la révolution, c'est le printemps des peuples de février dans toute l'Europe qui enflamme complètement les différentes nations. Et donc, il participe activement, en tant que jeune, on va dire, fougueux, au soubresaut politique de l'époque, qui le conduit à découvrir la pensée socialiste et anarchiste. Il lit notamment Proudhon, Saint-Simon, Fourier, bref, toute cette part qu'on regroupe sous le nom de socialisme utopique. Il lit ces gens et finalement, sa foi est écartée par l'urgence de l'engagement politique. Et il décèle bien vite dans la théologie un succédané d'autorité aux dépens de la liberté de conscience. Ce qui fait que très rapidement, il devient athée, donc à la sortie il se fait exclure
pour être tout à fait honnête. Il se fait exclure en 1848 et lorsqu'il s'engage dans la Révolution de février avec ses frères, hein, parce que comme ils sont nombreux, il a aussi des frères, notamment Paul et Élie Reclus, et il exprime clairement sa sympathie vis-à-vis de la République par rapport à la branche monarchiste. Une fois exclu, donc une chose à retenir, c'est que son rapport à la théologie n'est pas un rapport, son rejet de l'existence de Dieu pour lui ne ressort pas d'une lecture intellectuelle et philosophique de textes, mais plutôt de nécessité politique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. C'est-à-dire que ce n'est pas en lisant les matérialistes du XVIIe, en lisant les mémoires du curé Mélier, le premier curé athée, ou en lisant des arguments de théologie, des arguments athées, qu'il devient qu'il devient athée. Pour lui, c'est véritablement plutôt un rejet de l'autorité morale et spirituelle que lui impose de manière forcée l'injonction à croire en une entité supérieure, à partir de laquelle découle une certaine éthique que lui veut pouvoir construire en toute autonomie avec ses pairs et ses égaux. Étant particulièrement sensible à la nature, et bien dans les années 1850, il parcourt l'Europe, puis l'Irlande, séjourne plusieurs années aux États-Unis, où d'ailleurs il découvre l'esclavagisme, en Amérique latine, notamment en Colombie, et ces voyages élargissent sa compréhension du monde, évidemment. Il a affaire à de nouvelles formes d'organisation politique, parfois plutôt de petite taille, et nourrissent sa vocation, évidemment, de géographe. Il observe de près les conditions sociales et coloniales, qui est pour lui une expérience décisive pour son futur regard critique. Ensuite, on a donc de 1859 à 1867, il revient en France et il publie des articles. C'est un peu la période des premiers écrits géographiques. Donc voilà, on a une période, vous l'avez compris, de formation intellectuelle théologique qui est rapidement balayée face aux événements révolutionnaires de 1848. Il part en voyage pour découvrir d'autres formes de société et d'organisation sociale, en même temps d'autres formes de paysage, et ensuite il se remet et revient en France, et là il écrit notamment La Terre, description des phénomènes de la vie du globe, en 1867. Son style, il a la volonté dans l'écriture d'avoir un style absolument clair et accessible, mêlant la science et la sensibilité, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment chez lui, c'est la volonté de parler comme un enfant, par des enfants, pour des enfants. C'est-à-dire c'est à fleur de peau, tout est extrêmement sensible chez lui. C'est véritablement une écriture de la sensibilité, un petit peu comme on peut trouver chez Bachelard. Ce qui distingue évidemment des géographes académiques. C'est à partir de là, donc vers 1867, qu'il commence à concevoir son grand projet d'une géographie universelle. Et puis, de 1871 éclate évidemment, enfin bon, la commune éclate en 1870 à Lyon au départ, mais bon, les Parisiens veulent qu'elle démarre en 71, très bien. Bakounine était à l'hôtel de ville de Lyon et a déclaré l'abolition de l'État. Donc, commence la commune qui éclate, hein, la commune de Paris en 1871. Il est particulièrement engagé politiquement sur ce terrain-là et il participe activement à la commune de Paris comme membre de la garde nationale. Et puis bon, un peu maladroit, il sort une première sortie et puis très rapidement il est fait prisonnier par les Versaillais et il est condamné au bannissement. Il s'exile en Suisse où il est condamné au bannissement, enfin même précisément il était condamné au bagne. Mais en fait Darwin
le naturaliste. Hein. Darwin envoie foultitude de lettres, il reçoit un soutien massif de nombreux scientifiques d'autres manches, qui fait que bon, il est, comment dire, sa peine est transmuée, on va dire, en bannissement. Et il part en Suisse, et en Suisse, en 1871-1872, évidemment, c'est un moment d'émulation très forte, notamment sur les pourtours de Saint-Imier, de ce qu'on appelle le Jura suisse, en fait, où il fréquente, pour le coup, des anarchistes de grande réputation, comme par exemple Bakounine ou Kropotkin, et du coup, il en vient à poursuivre ses recherches avec Kropotkin dans ce qu'on appelle l'internationale anti-autoritaire, qui s'oppose violemment à l'immixtion d'une pensée communiste autoritaire dans l'internationale socialiste. Donc c'est le moment où il y a une rupture entre communistes, on va dire, et anarchistes, qui déjà ont senti que dans le communisme, il y avait des dérives autoritaires via la centralité de l'État, etc. Vous connaissez rapidement. Et c'est une période, donc ouais, bon, je l'ai dit, hein, pour lui d'immense réflexion politique et scientifique. Vient l'heure de la rédaction de la Nouvelle Géographie universelle de 1876 à 1994. Donc durant près de 20 ans, Reclus rédige sa monumentale Nouvelle Géographie universelle en, comme je le disais, 19-20 volumes, ça dépend des éditions, qui est véritablement une œuvre encyclopédique qui décrit la Terre dans ses aspects, comme je le disais, à la fois physiques, humains et sociaux, tout en exprimant une critique sociale et une vision égalitaire du monde. Et ce travail lui vaut une reconnaissance évidemment internationale, malgré son statut d'anarchiste proscrit. C'est toujours marrant de voir à quel point il arrivait à jouer des jeux de pouvoir via le génie de ses considérations et en même temps son bannissement en tant qu'anarchiste, mais en réalité le génie de ses considérations venait justement d'une interprétation du monde et de la géographie qui était profondément ancrée dans cette idée qu'il y a une harmonie naturelle et qu'il s'agit de comprendre et de penser l'harmonie entre les vivants. On arrive à la fin au crépuscule de sa vie. 1880-1900, il est installé en Suisse, il part en Belgique, il refuse de revenir en France, il refuse la grâce des communards et il enseigne la géographie à l'Université libre de Bruxelles. Sa pensée toujours associe géographie, écologie naissante, féminisme de plus en plus, anticolonialisme et il défend une espèce de solidarité universelle avec le respect de tous les êtres vivants, avec toujours cette volonté d'avoir des cours populaires qui diffusent une géographie humaniste et militante. Et puis dans les dernières années de sa vie, donc les 5 dernières années de sa vie, Reclus meurt à Tourout en Belgique en 1905 et jusqu'au bout, il travaille à cette géographie sociale et à ses recherches sur l'homme, les rapports, les interrelations entre l'homme et la nature, ce qui en fait une figure majeure de l'anarchisme et de la géographie, évidemment, et il laisse une œuvre immense, visionnaire, par son articulation permanente entre science, critique sociale, redécouverte aujourd'hui comme précurseur de la pensée écologiste et d'écologie radicale. Donc voilà, ça c'était finalement pour vous faire un portrait à grands traits de son parcours, hein, où tout est lié, en fait, l'œuvre et l'artiste, si tant est que ce soit un artiste, mais en tout cas, il n'y a pas de différence entre ses voyages et sa manière de penser, et la façon dont il conçoit ses voyages. J'en viens à la troisième partie, c'est parfait, sur quelle est finalement sa pensée, de manière plus précise, ses idées phares et en quoi on peut parler d'un visionnaire en raison de la période qui nous occupe aujourd'hui, je veux dire.
Donc, ce qu'il faut retenir en général, c'est qu'il incarne, contrairement à ce qu'on pourrait croire, d'une science neutre, désintéressée, qui ne se fait pas sans réflexion politique, eh bien c'est que Élisée Reclus incarne une pensée à la fois scientifique et révolutionnaire, qui fait de lui un géographe qui décrit de manière géniale la Terre, non comme un simple décor objectif, réifié, muséifié, qui sépare l'homme de l'objet, le sujet de l'objet, mais comme un milieu vivant où l'humanité est inséparable de la nature. C'est évidemment au contact des peuples autochtones de Colombie, de l'esclavagisme aux États-Unis, qu'il devient anticolonialiste, qu'il voit des formes de matriarcat, d'organisation sociale matriarcale qui le sensibilise déjà à une pensée féministe et qui fait qu'il en arrive à défendre une espèce de solidarité universelle qui refuse toute hiérarchie entre les luttes. Et donc, en ce sens-là, on peut déjà voir presque un précurseur non seulement de l'écologie, comme je disais, du féminisme et tout ça, mais surtout, entre les luttes, un précurseur qui refuse toute hiérarchie entre les luttes. Et donc un précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité. C'est-à-dire, il n'y a pas une lutte, la lutte économique par exemple, qui va primer sur une autre. Et ça, c'était quelque chose qui est particulièrement prégnant dans la pensée anarchiste par rapport à la pensée communiste. C'est qu'il y a un dogme particulièrement féroce dans la pensée communiste qui place au centre de la lutte la question des nécessités des luttes économiques entre l'irréconciliabilité de classes opposées, le prolétariat et la bourgeoisie. Dans la pensée anarchiste, il y a un refus viscéral de focaliser, de centraliser, d'accorder une primauté à une lutte sur une autre. Et donc, en ce sens, l'émancipation des luttes sociales, l'égalité entre les sexes, le respect du vivant et les libertés individuelles et collectives s'entrelacent dans une même vision. On pourrait parler même presque, au lieu de parler d'une géographie, on pourrait presque parler d'une anthropogéographie qui tient inséparablement science de la Terre et projet d'émancipation, annonçant l'écologie politique bien avant l'heure. Quels sont... Donc voilà un petit peu sa pensée générale, vous l'avez compris, une pensée interconnectée d'anthropo, qui en fait est aujourd'hui, qu'on retrouve chez Descola, Latour, tous ces gens-là. C'est exactement la même chose, et de ce point de vue, c'est fabuleux et c'est mieux écrit. Parce que voilà, il est souvent, quand on lit Descola sur la question, surtout les travaux des anthropologues, ou même Marshall Saline sur Âge de pierre, âge d'abondance, qui explique que les sociétés primitives jouissaient d'une certaine abondance, contrairement à ce qu'on a pu croire, etc. Bon, lire ces textes, ce sont des textes académiques, donc particulièrement ardus. Là, on est quand même à une époque où le romantisme infuse dans la littérature, ce qui fait que son rapport contemplatif à la nature se retrouve aussi dans ses travaux scientifiques. Et pour lui, c'est aussi une manière politique de dire « mes idées doivent circuler auprès de tout le monde et être accessibles auprès de tous et de toutes », exactement comme Émile Pouget, le syndicaliste révolutionnaire qui a parlé du sabotage, eh bien, exactement comme Pouget disait « quand je parle, je veux dégoiser ». Il parlait l'argot parisien, des bas-fonds du quartier Saint-Antoine, hein, des mystères de Paris, quoi. Et en fait, c'est son idée de dire on s'adresse au peuple, par le peuple, dans la langue du peuple. Et donc, le travail sur la langue est particulièrement intéressant parce que c'est les travaux sur la naissance de l'argot. Inventer une langue, parler l'argot, ça n'est pas vouloir être compris, c'est vouloir ne pas être compris d'une classe supérieure. Et donc, par le langage, par l'innovation, par la fabrication de néologismes, eh bien, en fait, à bas bruit, on constitue une communauté qui permet de s'affranchir des rapports d'autorité face à une autre communauté. Et donc, il y a un anti-élitisme féroce chez Élisée Reclus. Maintenant, pour aller un petit peu plus vite et puis terminer, je vais énumérer, égrener les grandes préoccupations qui l'animent.
En l'occurrence, j'en ai identifié 6, dont certaines je passerai vite, parce que je ne les ai pas travaillées. La première, et c'est là que je vais en fait illustrer ces préoccupations de lecture de reclus. La première, donc, c'est la défense de la liberté individuelle. Hein. Bon, l'anarchisme, c'est ça, c'est mettre en avant la liberté individuelle. D'ailleurs, bah, c'est pas étonnant que dans le protestantisme, il y ait des connexions possibles, puisque l'idée, c'est aussi la liberté de l'autonomie spirituelle. Donc, la défense de la liberté individuelle et la conciliation avec les libertés collectives. Finalement, quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui en permanence dans le cadre du maintien de l'ordre public. Mais Reclus place l'émancipation de chaque être humain au centre, refusant toute domination politique, religieuse ou économique. Convaincu que la société doit s'organiser sans État, ni hiérarchie, il défend l'entraide, inspirée donc de Kropotkin, donc sur des bases biologiques, la coopération volontaire et l'autonomie des communautés. Et pour illustrer ça, eh bien, il y a un moment dans Pourquoi sommes-nous anarchistes, il prend l'exemple d'un bateau. Il dit comment ça se passe, en fait, comment se passe l'organisation sociale dans un bateau, en mer. Ici, je me permettrai de vous narrer un souvenir personnel. Bah forcément, c'était un grand voyageur. Nous voguions sur un de ces bateaux modernes qui fendent les flots superbement avec la vitesse de 15 à 20 nœuds à l'heure et qui tracent une ligne droite de continent à continent malgré vent et marée. L'air était calme, le soir était doux et les étoiles s'allumaient une à une dans le ciel noir. On causait à la lunette, et de quoi pouvait-on causer si ce n'est de cette éternelle question sociale qui nous étreint, qui nous saisit à la gorge comme le sphinge d'Oedipe. Le réactionnaire du groupe était pressé par ses interlocuteurs, tous plus ou moins socialistes. Il se retourna soudain vers le capitaine, le chef, le maître, espérant trouver en lui un défenseur né des bons principes. « Vous commandez ici. Votre pouvoir n'est-il pas sacré? Que deviendrait le navire s'il n'était dirigé par votre volonté constante ?»« Homme naïf que vous êtes, répondit le capitaine. Entre nous, je peux vous dire que d'ordinaire, je ne sers absolument à rien. L'homme à la barre maintient le navire dans sa ligne droite. Dans quelques minutes, un autre pilote lui succédera, puis d'autres encore, et nous suivrons régulièrement, sans mon intervention, la route accoutumée. En bas, les chauffeurs et les mécaniciens travaillent sans mon aide, sans mon avis, et mieux que si je m'ingérais à leur donner conseil. Et tous ces gabiers, ces matelots savent aussi quelle besogne ils ont à faire. Et, à l'occasion, je n'ai qu'à faire concorder ma petite part de travail avec la leur. Plus pénible, quoique moins rétribuée que la mienne. Sans doute, je suis censé guider le navire, mais ne croyez-vous pas que c'est là une simple fiction? Les cartes sont là et ce n'est pas moi qui les ai dressées. La boussole nous dirige et ce n'est pas moi qui l'ai inventée. On a creusé pour nous le chenal du port d'où nous venons et celui du port dans lequel nous y entrerons. Et le navire, superbe, se plaignant à peine dans ses membrures sous la pression des vagues, se balançant avec majesté dans la houle, cinglant puissamment sous la vapeur, ce n'est pas moi qui l'ai construit. Que suis-je ici en présence des grands morts, des inventeurs et des savants, nos devanciers qui nous apprirent à traverser les mers? Nous sommes tous leurs associés, nous et les matelots, mes camarades, et vous aussi les passagers, car c'est pour vous que nous chevauchons les vagues, et en cas de péril, nous comptons sur vous pour nous aider fraternellement. Notre œuvre est commune, et nous sommes solidaires les uns des autres. Tous se turent, et je me recueillis précieusement dans le trésor de ma mémoire, et je recueillis précieusement dans le trésor de ma mémoire les paroles de ce capitaine comme on n'en voit guère. Ainsi ce navire, ce monde flottant, où d'ailleurs les punitions sont inconnues, porte une république modèle à travers l'océan, malgré les chinoiseries hiérarchiques. Et ce n'est point là un exemple isolé. Chacun de vous connaît, du moins par ouï dire, des écoles où le professeur, en dépit des sévérités du règlement, toujours inappliqué, à tous les élèves pour amis et collaborateurs heureux. Tout est prévu par l'autorité compétente pour mater les petits scélérats, mais leur grand ami n'a pas besoin de tout cet attirail de représentation. Ils traitent les enfants comme des hommes faisant constamment appel à leur bonne volonté,
à leur compréhension des choses, à leur sens de la justice, et tous répondent avec joie. Une minuscule société anarchique, vraiment humaine, se trouve ainsi constituée, quoique tout semble l'idée dans le monde ambiant pour en empêcher l'éclosion. Loi, règlement, mauvais exemple, immoralité publique, etc. Il y a cette idée d'une constitution organique où en fait il n'y a pas de, de valeur supérieure, de hiérarchie des valeurs dans la fabrication du travail et des relations humaines. Ensuite, la deuxième thèse qui est importante pour lui, c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est de parler de la géographie comme d'une science émancipatrice. Et là, pour le coup, pour lui, je l'ai dit, la connaissance du monde n'est pas neutre. Elle doit servir à comprendre et transformer les rapports sociaux en rapprochant les peuples. La science doit être émancipatrice en ce qu'elle doit rester ouverte et populaire. Il croit à une pédagogie populaire, vulgariser la science, écrire une géographie accessible, former des consciences libres. Il refuse une science réservée aux élites, je l'ai dit, et vulgarise le savoir pour tous. Et on peut de fait y voir l'anticipation d'un idéal de savoir libre, partagé, diffusé gratuitement, exactement comme nous le faisons en ce moment, via quelque chose qui pourrait être une espèce de succédané de simili-université populaire. Et donc, quand il traite de la nature, eh bien, il dit les choses clairement. Il dit, quand il traite de la nature pour enseigner à ses impétrants, il écrit clairement, revenons donc à la nature. Si j'avais bonne chance d'être professeur de géographie pour des enfants, et que je ne fusse pas emboîté, encastré dans un établissement officiel ou particulier, je me garderais bien de commencer par mettre livres et cartes entre les mains de mes petits camarades. Peut-être même ne prononcerais-je pas devant eux, le mot grec de géographie. Mais je ne manquerai pas de les convier à de longues promenades communes, heureux de pouvoir apprendre en leur compagnie. Professeurs, mais professeurs sans titre. J'aurai grand souci de procéder avec méthode dans ces promenades et dans les conversations suscitées par la vue des objets et des paysages. Donc en fait, on n'intercale pas entre la sensibilité et la connaissance, une autorité en l'espèce d'un livre qui vient faire écran à la réalité. Ensuite, j'ai cette question de la solidarité universelle. Et la solidarité universelle, chez lui, évidemment, elle se traduit sous la forme d'une harmonie avec le vivant dans toute sa diversité, le vivant, le végétal, comme le monde animal. Il refuse de séparer les luttes, l'émancipation des travailleurs, l'égalité entre hommes et femmes, l'abolition de l'esclavage et la lutte contre le colonialisme font partie pour lui d'un même horizon de diversité. Refusant d'hiérarchiser les combats, il relie déjà l'exploitation économique, l'oppression coloniale, le patriarcat et la destruction de la nature. Pour lui, patriarcat, destruction de la nature est une même chose. En tout cas, il y a des connexions entre qu'il s'agit de penser. Et c'est ce qu'on appellerait, comme je le disais tout à l'heure, une approche intersectionnelle. Et donc, voilà par exemple un petit extrait sur la question du végétarisme, sachant que, évidemment, on a eu le mouvement végétarien a toujours plus, bon an, mal an, a toujours plus ou moins existé, mais ce qu'on appelle les naturiens, ce qu'on appelle les crugi-végétaristes, qui sont apparus au début des années 1900, et ben en fait, là on est antérieur quand même. Et là, le premier, il commence à nous dire, il nous tarde de ne plus entendre les voix bêlantes des moutons. Attendez, je prends de l'eau. Voilà ce qu'il écrit.
Il nous tarde de ne plus entendre les voix bêlantes des moutons, les mugissements des vaches, les grognements et les cris stridents des porcs qu'on mène à l'abattoir. Nous aspirons au temps où nous ne passerons plus en courant pour abréger la hideuse minute devant un lieu de tuerie au ruisseau sanguinolent, aux rangées de crocs aigus où pendent des cadavres, au personnel taché de sang, armé de hideux couteaux. Nous avons le souci de vivre enfin dans une cité où nous ne risquerons plus d'apercevoir des boucheries pleines de cadavres à côté des magasins de soieries ou de bijoux, en face de la pharmacie ou de l'étalage de fruits parfumés ou de la belle librairie du sabot. Ça, c'est moi qui raconte. Orné de gravures, de statuettes et d'œuvres d'art. Nous voulons autour de nous un milieu qui plaise au regard et qui s'accorde avec la beauté. Il y a vraiment un intérêt pour la beauté et pour lui la souffrance qui est de l'ordre du mal, du mauvais, ne peut pas être de l'ordre du beau. La laideur, telle est aussi la raison qui nous fait abhorrer la vivisection et toute expérience périlleuse, si ce n'est quand elles sont héroïquement pratiquées par le savant sur sa propre personne. C'est aussi parce que l'œuvre est laide que le naturaliste piquant des papillons vivants dans sa boîte, détruisant toute la fourmilière pour compter des fourmis, nous inspire le dégoût. Nous nous détournons avec répugnance de l'ingénieur qui enlaidit la nature en emprisonnant une cascade dans ses tuyaux de fonte. Donc là, vous imaginez, on parle déjà de canalisation de l'eau, de rétention d'eau, qui enlaidit la nature en emprisonnant une cascade dans ses tuyaux de fonte, et du bûcheron californien abattant un arbre de 4000 années et de 100 mètres de haut pour en montrer les rondelles dans les foires ou les expositions. La laideur dans les personnes, dans les actes, dans la vie, dans la nature ambiante, voilà l'ennemi par excellence. Devenons beaux nous-mêmes et que notre vie soit belle. Donc à l'idée d'émancipation s'articule une idée esthétique de beauté, et ça c'est quelque chose qui l'intéresse énormément dans le cadre de sa pédagogie et dans la manière de transmettre aux enfants la beauté de la nature contre la laideur de sa déprédation. Évidemment, après, sur la question de l'écologie, eh bien, il voit, c'est un écologue avant l'heure, puisqu'il voit la Terre, comme je le disais, comme un organisme vivant, où l'homme n'est qu'une partie interdépendante du reste. Bien avant l'écologie scientifique, il alerte sur les dégâts de l'industrialisation et sur la nécessité d'un rapport respectueux à la nature. Et de fait, il dénonce les logiques d'exploitation et d'accumulation qui détruisent à la fois les sociétés humaines et les milieux naturels. Ces analyses anticipent la critique de la croissance illimitée qui domine aujourd'hui les débats écologiques. Et pour cette raison, on peut faire d'Élisée Reclus un des précurseurs de la notion d'anthropocène, qui en fait explique qu'il y a que les dérèglements des phénomènes climatiques et géologiques également sont intrinsèquement liés à l'activité humaine. Et de ce point de vue, il le dit clairement en disant, sans qu'il soit nécessaire d'admettre un changement d'axe et la variation des latitudes terrestres, on peut affirmer que l'époque actuelle, comme les époques antérieures, offre aussi dans ces climats toute une série de changements successifs. Et déjà, l'histoire nous prouve que, dans ces modifications aussi importantes du régime de notre globe, les travaux de l'humanité entrent pour une très large part. Donc là, on a quelque chose quand même qui est une esquisse des travaux très postérieurs sur la question de l'Anthropocène. Et puis, sur les 6 points donc, qui sont ces sujets de préoccupation principaux, j'en égrainerai plus que 2 autres, sans citation. C'est évidemment son anticléricalisme qui s'ancre dans son éducation protestante, et puis son athéisme, puisque Reclus voit dans la religion organisée, j'entends bien la religion organisée, une forme organisée avec ses accointances évidemment, avec le système, avec les pouvoirs politiques, une force d'oppression, et défend plutôt une spiritualité sans Dieu. Il n'est pas question de refuser toute spiritualité.
C'est une spiritualité sans Dieu. Par exemple, la question du monothéisme, il répondrait « Je n'ai rien contre l'idée qu'il puisse y avoir un Dieu. Le problème, c'est qu'il puisse y en avoir qu'un. Parce que un, c'est déjà jeter de côté toute possibilité de penser la diversité. C'est l'unité qui fait obstacle, qui est une preuve d'autorité. Et ensuite, son dernier point, c'est qu'il a une pensée très internationaliste, et de fait, ça vient de ses multiples voyages à travers le monde, puisque sa géographie et sa politique visent à dépasser les frontières nationales pour une fraternité humaine à l'échelle planétaire, et il promeut une espèce d'internationalisme radical, où les frontières politiques sont clairement pointées du doigt comme artificielles, et où seul compte la fraternité entre les peuples et la communauté humaine terrestre. Pour conclure, je vais donner une définition qui est celle qui ne fait pas consensus, puisqu'il n'y a pas évidemment il peut y avoir des consensus, mais il n'y a pas d'adhésion à la pensée unique de l'anarchisme, mais celle de Élisée Reclus, qui définit l'anarchie à rebours du sens commun de l'opinion publique, qui en ferait le parangon du désordre. Au contraire, Élisée Reclus, quand il définit l'anarchisme, donc vous l'avez compris, comme rapport indissociable entre les sujets humains et les sujets vivants, et la Terre en fait partie, eh bien, pour lui, au contraire, l'anarchie, il le dit textuellement, c'est une phrase qui est maintenant éculée, qu'on connaît, c'est la définition, voilà, c'est la suivante: l'anarchie est la plus haute expression de l'ordre. Et donc, à ce à quoi, d'ailleurs, si on peut aussi étayer cette définition en parlant d'une citation de Proudhon, Proudhon disait: c'est l'ordre sans le pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, l'ordre, pour advenir, n'a pas besoin d'être forcé. Il est déjà constitutif même de la nature. Et donc, cela s'appuie évidemment sur des recherches scientifiques de sa part. Et l'idée, c'est que sa définition de l'ordre, c'est un rejet d'un ordre imposé avec force et violence. Car il n'y a rien de plus désordonné que d'imposer l'ordre. On est d'accord. Donc, tout ça, comme je le dis, repose sur une analyse d'un regard naturaliste, et pour lui, il y a dans la nature l'affirmation d'une harmonie naturelle entre les consciences, dans les sociétés, il y a la possibilité d'une harmonie naturelle entre des consciences autonomes. C'est une articulation équilibrée entre liberté individuelle et liberté collective, entre autonomie intellectuelle et responsabilité collective. Les thèses, évidemment, s'appuient, et je le répète, sur l'observation et la compréhension de la nature, qui produit par elle-même, on le voit dans la nature, et pour elle-même, des équilibres sans gouvernement central, où les systèmes organiques s'autorégulent. C'est par exemple l'homéostasie, et nous autres animaux humains cherchons en permanence l'équilibre. Et pour lui, à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective, le plus important, c'est cet ordre équilibré et autonome, qui est aux antipodes de l'image d'Épinal d'un anarchisme déstructuré et chaotique, si tant est, comme disait Nietzsche, que du chaos naissent des étoiles dansantes. Mais donc, il est donc désirable que les sociétés humaines aspirent à cet ordre sur le modèle de la nature, à cet ordre supérieur par l'entraide et l'organisation collective à l'échelle locale de leurs besoins. Et puis, bon, je m'arrête là parce que ça fait à peu près 1 heure et des poussières. Je me demande si les professeurs de géographie utilisent Reclus. Est-ce qu'on leur enseigne cette pensée à l'école, à l'université? De plus en plus, ça a été très longtemps
occultée, parce que comme toute discipline, à partir du moment où elle vise à être, pour qu'elle soit reconnue institutionnellement, il faut qu'elle donne des gages d'autonomie, en disant la géographie, elle se distingue de toutes les autres disciplines. Elle est vraiment, il y a une espèce de fragmentation, de division du travail disciplinaire. Et maintenant, en fait, on se rend compte que la géographie est de plus en plus... Je veux dire, à l'université et dans les études supérieures, maintenant, toutes les thèses qui ont lieu sont des thèses toutes interdisciplinaires, de plus en plus. Et de ce point de vue, finalement, Reclus était précurseur d'une pensée interdisciplinaire, et c'est pour cette raison, aussi, c'est une des raisons pour lesquelles il a le vent en poupe. Parce que là, par exemple, Roméo Bondon, c'est un agrégé d'histoire qui est en train de finir sa thèse, qui a publié dernièrement un travail sur le sanglier comme animal politique. Et donc on voit bien que le sanglier comme animal politique, avec toute la question de la territorialisation et de la déterritorialisation, eh bien on voit bien que donc le monde universitaire lui-même s'empare de ces pensées-là qui visent à décloisonner complètement la science, en disant il n'y a pas une science, il y a des sciences qui ensemble constituent une espèce de réservoir de savoir qui est presque de l'ordre aussi de l'expérience humaine qu'on a avec le monde. Oui. S'il vous plaît, quand il est allé aux États-Unis, alors je n'ai pas des rapports de date précis en tête, est-ce qu'il a eu connaissance de l'existence de Thoreau, par exemple? Merci pour la question, à laquelle j'ai pas de réponse, sinon des suspicions. Et c'est une question qui a déjà été évoquée avec Roméo quand on en parlait. Et c'est d'autant plus intéressant que Thoreau venait du courant transcendentaliste ancré dans la pensée de Emerson. Et donc, il y a évidemment des liens idéologiques entre déjà la question du transcendantalisme chez Emerson et ses répercussions politiques à travers les actions de désobéissance civile de Thoreau. Donc, voilà ce que je pourrais répondre. Il y a effectivement des liens. Est-ce qu'ils se sont rencontrés? Est-ce qu'ils se sont connus? Je ne sais pas. Parce qu'à ce moment-là, Élisée Reclus vivait dans une misère. Il travaillait presque comme un esclave et un domestique en fait. Comme les États-Unis, c'est grand. Je n'ai pas la réponse. Merci. Une autre remarque, quand il était en Suisse, il y était au même moment que Courbet en fait. Courbet qui était même peintre, un disciple de Proudhon. Oui, il était en même temps. Oui, donc c'était toute une communauté qui était là, qui se fréquentait, j'imagine. Tout à fait, ce qu'on appelle la fédération jurassienne. D'accord, vous en parliez tout à l'heure, effectivement. La fédération jurassienne qui était à Saint-Imier, qui était à l'origine de la première internationale anarchiste en 1872, congrès de Saint-Imier, qui chaque année... Est-ce que c'est de cela que parle Conrad dans son roman Sous les yeux de l'Occident? Alors je ne l'ai pas lu. Parce que c'est un roman justement sur une communauté anarchiste qui se passe à Genève, je crois. Alors c'est une question que je me posais parce que vous avez parlé de Kropotkin, vous avez parlé de Bakounine, donc quel est le titre? Le protagoniste de ce roman est un Russe. Sous les yeux de l'Occident, de Joseph Conrad. Vous pouvez donner un petit peu la trame narrative, le propos pour voir? Je l'ai pas relu récemment, mais en fait, il s'agit d'un jeune homme qui est poursuivi, qui a trouvé refuge à Genève parce qu'il est poursuivi par le pouvoir politique russe et qui trouve un abri, un refuge dans une communauté d'anarchistes. C'est tout ce que je peux vous dire parce que je ne me souviens plus du détail.
D'accord, parce qu'effectivement, beaucoup d'anarchistes russes ont trouvé refuge en Suisse. Il y a eu la communauté du Lebensreform, par exemple Moravagine. Eh bien, c'est cette histoire. Mais là, de Conrad, je ne sais pas, mais oui, Kropotkin qui était un prince, hein, et Bakounine également, Netchaïev peut-être. Les noms qui sont donnés sont des noms réels ou Ça, je ne me souviens pas. Je crois que Kropotkin est effectivement cité. Les autres, je ne pourrais pas vous le dire parce que ma lecture de ce roman n'est pas récente. D'accord. Ce roman m'a beaucoup frappé parce qu'il était question de ce milieu anarchiste, mais dans les détails, je ne pourrais pas être précise. J'en prends bonne note et je le lirai avec délectation sans doute. Alors j'ai pas parlé, ça pourrait être aussi intéressant, des frères de Reclus, parce qu'il avait un frère qui était paysan, qui était Élie Reclus, et il a écrit un très très beau texte qui s'appelle « À mon frère le paysan ». Et c'est très beau parce que la question de l'autonomie aussi matérielle vis-à-vis de la terre, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on retrouve en fait, mais qui est là depuis le départ dans le mouvement anarchiste et qui n'est pas un mouvement pour tout détruire, quoi. C'est vraiment l'idée, si j'avais moi à donner une définition, ce serait de dire premièrement de se défaire de la tutelle étatique en proposant des solutions d'organisation sociale locale qui subviennent à leurs propres besoins, et d'un autre côté, donc ça c'est le côté on va dire du socialisme utopique, et de l'autre côté il y a l'idée effectivement d'une confrontation avec l'autorité. Et c'est pour ça que, parce que en fait, quand par exemple il y avait eu des déclarations d'indépendance de villages en Allemagne, dans le cadre d'une, je ne sais plus quelle centrale nucléaire qui devait être construite, ils avaient construit un village libre qui était vraiment considéré comme, qui avait fait sécession vis-à-vis de l'État, donc payer plus d'impôts, un petit peu comme Taureau, quoi, de dire on paye plus d'impôts parce qu'on ne veut plus être contrôlé par l'État, parce que sinon on est dépossédé de notre terrain, ne serait-ce que par l'impôt foncier. Et en fait, c'est l'idée de dire tout appartient à tous, et ce à l'échelle locale. Et le problème, c'est que quand ça commence à fonctionner, parce qu'il y a des tentatives, et directement, il y a une pression, une volonté de délégitimation de ces processus en disant alternative is not possible. Voilà, bon, là, c'est autre chose. C'est intéressant son idée d'harmonie universelle, d'harmonie naturelle entre les vivants. On a insisté 2 fois là-dessus. Et donc, je me demande si c'est justement pas ce qui le rend désuet, non pas parce qu'il dit le contraire de ce que disent les marxistes, qui eux, au contraire, supposent que la division sociale est presque naturelle, quoi, tellement elle a toujours existé. Mais surtout, on ne voit pas très bien cette hypothèse de quelque chose qui est naturel, comment il peut défendre ça, quoi. Alors que tout contredit l'harmonie, elle est tout sauf naturelle, quoi, dans notre monde. Mais je trouve que l'affirmer, ça reste intéressant. Alors après, bon, c'est un peu bizarre ce que je vois. Alors là-dessus, c'est un travail qui serait intéressant à continuer. À Lyon, il y a un spécialiste c'est Daniel Colson, qui a écrit un très très beau livre sur l'influence de la philosophie de Leibniz, donc l'harmonie universelle chez Leibniz.
avec les monades, et aussi du sociologue Gabriel Tarde. Et en fait, il montre dans son ouvrage, dont j'ai mangé le titre, que une grande partie de la pensée politique anarchiste tire son existence d'une vision du monde où il est possible de penser une harmonie préétablie. Et où en fait chaque action, chaque pensée est déjà pas prévue, mais en tout cas compossible. La réponse est possible. Et là on rejoint aussi des thèses de Fontenelle sur la pluralité des mondes. Et donc ça c'est quelque chose qui est intéressant à travailler, un petit peu tout le côté un petit peu sous-main métaphysique de la pensée politique anarchiste. Et là on se rend compte que c'est pas des délirants, quoi. C'est vraiment des gens qui vont lire des scientifiques de l'époque, qui vont s'intéresser à ce que produit la philosophie, les mathématiciens et les philosophes, sur par exemple la question d'une action. Est-ce qu'une parole est une action? La performativité du langage, c'est une chose qui n'est pas négligée. Après, justement, dire ce que vous dites, je ne sais pas. Je veux dire, peut-être que si. Vous dites que tout est... Tu dis que tout est, par exemple, clivé et que de plus en plus les choses se cloisonnent. Mais ça relève d'un choix. Est-ce que les choses, on va dire, naturellement, mais bon, effectivement, l'idée de nature est une idée creuse, mais quand on observe les phénomènes, il y a quand même un certain équilibre. C'est un équilibre vertueux dans les choses. Et après, c'est un pari politique. Et le dire, c'est l'amener. C'est déjà le dire, c'est déjà apporter sa réalisation, vous voyez. Tu vois, il y a un truc. La prophétie Oui, la prophétie autoréalisatrice. Bon. Oui, c'est pas mal. Si je peux me permettre, ça recoupe un petit peu l'interrogation que j'avais par rapport à ça, avec cette approche un peu comme les peuples primitifs, où tout est interdépendant. Et je me demandais si toute cette période d'exploration personnelle, la confrontation avec des peuples premiers ou autres, est-ce que ça n'a pas nourri, peut-être Thoreau aussi, ça a nourri cette approche un peu plus large de contact avec la nature et d'interdépendance. Voilà, c'était sa question, en fait, faisait écho pour moi à cette question que je me posais également par rapport à cette approche très sensible qu'il a de la nature et des relations et des interdépendances. Voilà. C'est une approche peut-être un peu basique, mais... Non, mais oui, je comprends bien. L'idée de... c'est son idée principale, c'est l'interdépendance. Quand il arrive face à un paysage, il va faire comme un naturaliste extrêmement fin. Il va comprendre que en fait, c'est pas pour rien que telle plante abrite telle espèce, etc., etc. Et là, c'est tous les travaux en ethnologie sur l'entraide comme facteur d'évolution, que ce soit le bouquin de Kropotkin, que ce soit dernièrement celui de Pablo Servigne, c'est ça, Pablo Servigne qui a travaillé là-dessus, que en fait, les champignons, les arbres, il y a toute une communication. J'avais lu un bouquin qui parlait, peut-être que vous l'avez lu, de certains arbres qui se faisaient manger par des animaux, et en fait ça les tuait, et donc ces arbres-là étaient mouraient, et par contre les mêmes arbres à plusieurs kilomètres plus loin ont développé une toxine qui rendait impossible la consommation par une espèce de communication. Comment? Par les racines. Une communication. Ouais, enfin, après, en fait, c'est toujours difficile de dire comment. Là, on est sur des faits. Rien n'est séparé.
Après, est-ce que corrélation est-ce que disons une corrélation vaut vaut théorie de la causalité? Ça c'est toute la philosophie de toute manière. Hein. Demain le soleil ne se relèvera peut-être pas. Quoi. Ou chez Hume, une boule de billard va percuter une autre, peut-être que non. Il y a une contingence des lois malgré tout. Quoi. Vous pourriez redonner les références du livre, du petit livre qui explique la pensée d'Élisée Reclus, que vous avez montré à plusieurs reprises. Élisée Reclus, Esperluette, la solidarité terrestre, par Roméo Bondon, qui habite Saint-Jean. Vous pouvez aussi revenir sur l'épisode du début de la commune à Lyon, parce que moi j'ignorais ça. Je suis lyonnaise, alors C'est assez simple. Hein. En 1870 a été proclamée l'abolition de l'État par Bakounine sur le parvis de Notre-Dame, pas de Notre-Dame, de l'hôtel de ville, et juste après a eu lieu la déclaration de la commune de Paris, et la commune du Creusot, la commune de... Il y a eu tout un émiettement de communes. Il y a toutes les provinces. En fait, la commune parisienne a un petit peu été l'emblème du projet politique, et puis aussi en raison du massacre qu'il y a eu à la suite par Thiers. Mais il y en avait à Perpignan, à Marseille, il y en avait beaucoup des communes. Quoi. Mais effectivement, le premier geste, on va dire, vient de Lyon. Pour quelle raison? Il y avait un noyau anarchiste suivi. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Il a rejoint, il a reçu des lettres d'un ami qui lui disait que ça commençait à chauffer et que peut-être qu'il aurait un intérêt à être là pour essayer d'apporter sa contribution modestement à ce qui allait se passer. Puis Lyon s'y indignait, c'était pas très loin. Voilà. Mais ça c'est un autre sujet, j'en parle là pour le coup sur l'histoire du sabotage, puisque je reviens en arrière, parce qu'en fait le syndicalisme révolutionnaire, ce sont tous des anciens communards qui les ont forgés, et la thèse, pour aller vite, c'est que contrairement à l'idée reçue que le syndicalisme est opposé à l'anarchisme, en fait, c'est l'idée que le syndicalisme, l'anarchisme, pardon, est constitutif même de l'essor de la naissance du syndicalisme. Alors qu'aujourd'hui, ils ont intérêt, pour des raisons politiques, d'en faire une figure d'épouvantail. C'est une des thèses défendues dans le livre. Vous voulez dire qu'il y a une diabolisation de l'anarchisme? Bah oui. Du syndicalisme. Et alors comme il y a tout un tas d'amalgames dans la nébuleuse gauchiste entre communistes et anarchistes, alors que les communistes ont tué, ne serait-ce que la rébellion de Makhno en Ukraine, la Makhno-Ossina, c'est des gens qui ont été anarchistes, qui ont été tués par des communistes. Comme par ailleurs la traîtrise qu'il y a eu au moment de la guerre civile espagnole, avec la CNT qui s'est retrouvée. Voilà, donc vraiment, il y a une espèce d'électron libre dans la pensée anarchiste qui, si elle n'arrive jamais à aboutir, a au moins la possibilité de toujours garder garder vivace la pensée critique vis-à-vis des questions sociales. Quoi. Et en fait, moi, je pense que dans l'anarchisme, il y a, je dirais que c'est une pensée, un courant heuristique.
heuristique en philo, c'est qui permet la découverte, qui permet l'innovation, qui permet de faire des choses. Voilà. Bon, on peut arrêter là peut-être. Mais moi j'ai plus d'eau là. Je vous écoute. Est-ce que vous avez connaissance du rapport éventuel entre Zola et Élisée Reclus? J'ai lu un article là-dessus. Pourquoi cette question? Parce que c'est une époque qui m'intéresse beaucoup, le 19e, et j'aime beaucoup Zola, donc je me demandais s'il y avait un rapport. Oui. Il a quand même il est vu un peu dans les bouquins, Zola. Oui, mais alors je pense que c'est peut-être chez Zola ce qui l'intéresse, c'est moins cette forme d'anarchisme, qui est un anarchisme très doux, que celle de Souvarine, un peu liée au nihiliste russe. Souvarine qui fait exploser à la fin de Germinal, fait tout exploser. Voilà. Mais c'est une bonne question, j'ai pas le temps, je suis libraire, je travaille. Alors je reprends la parole. Ça va, tout le monde m'entend? Je prends le micro. Vous m'entendez? Non, vous m'entendez pas. Alors, bien évidemment, un immense merci à Victor pour cet exposé très très riche, très riche. Je vous propose, pour ceux qui ont envie d'échanger, soit entre nous, soit avec Victor, s'il est encore un peu disponible, qu'on prenne un temps maintenant un peu moins formel pour le faire. Peut-être boire un coup, il y a plein de bonnes choses. Je crois qu'il y a des crêpes, il y a des choses aussi qu'on peut manger. Je veux encore adresser un immense merci à Jean-Marc et à Michel aussi, qui a fait l'introduction et qui a été d'un grand secours à l'occasion de ces rencontres. Une dernière chose, si vous avez envie de connaître un peu la suite de ces rencontres, comme l'évoquait Michel, il y aura probablement des rencontres mensuelles. Alors on va mettre à disposition à la sortie un carnet où vous pourrez nous indiquer, si vous le souhaitez, vos coordonnées téléphoniques ou adresse mail, pour que s'il y a une suite et que vous avez envie qu'on vous en informe, on puisse le faire. Voilà, merci encore infiniment. Alors, il y a aussi des livres, bien sûr. Voilà, Victor rappelle qu'il y a des livres qui sont en vente.